Bonjour. Du coup, nous, on avait une question pour Anthony Pasteur, oui. Oui. C'était la question, du coup dans l'épilogue, les couleurs elles reviennent et est-ce que du coup ça signifie le nouvel état d'esprit des personnages avec la redécouverte des sensations après l'hiver ou pas? J'espère. Bon, pour ceux qui l'ont pas lu, ça va spoiler. Là. Vous l'avez tous lu. Tout le monde l'a lu. Oui, évidemment. Non, mais effectivement, il y a en BD, il y a beaucoup. Donc, il y a la symbolique des noms. Tout fait signe en BD, tout fait symbole. Et c'est vrai que le choix pendant tout l'album d'être dans des couleurs bleu-vert. Donc, ça donnait du froid. C'est des choix que j'ai fait pour pas mal de raisons. Et c'est vrai que l'arrivée de la couleur à la fin, elle permet symboliquement d'amener de l'espoir et voilà, de dire on va vers quelque chose de nouveau, peut-être d'inconnu, mais sûrement de mieux, amener une forme de chaleur, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, dans ces pages-là, par rapport à ce qu'on vient de vivre avant, d'un coup, on est sur des couleurs plus chaudes, il y a des bruns, il y a des verts, et donc la sensation, elle se réchauffe, et évidemment, ça colle avec le printemps qui arrive et la neige qui fond. Donc tout ça va de soi et c'est une façon d'accompagner voilà, le récit de façon assez basique finalement, mais ça fait partie des outils qu'on a à notre disposition pour voilà, créer des sensations. Donc c'est ça, c'est l'espoir. L'espoir. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Souhail. J'ai une question à poser à monsieur Arnaud Nebache. Pourquoi dans Brancusi, les couleurs sont tellement, comment dire, particulières? Il y a vraiment deux thèmes de couleurs que vous utilisez majoritairement. Et c'est pour faire une impression de profondeur? Merci, Souhail. Merci. Ça a été un questionnement qui s'est fait avec l'éditeur au départ sur cette histoire de couleurs, puisqu'on était parti sur un traitement plutôt traditionnel au départ, donc au trait. En BD, on travaille souvent au trait. Et puis, on a passé du temps, enfin, j'ai passé du temps à dessiner dans l'atelier de Brancusi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'atelier de Constantin Brancusi, il a légué l'ensemble de son atelier et de son œuvre à l'État ou à la ville de Paris, je ne sais plus, l'un des deux, qui l'a entièrement remonté juste devant le centre Pompidou à Paris. Donc on peut accéder à l'atelier de Brancusi comme il l'a laissé quand il est décédé. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps évidemment dans cet atelier pour dessiner un petit peu son travail. Et la question de la couleur est très vite apparue comme étant problématique, dans le sens où ça ouvrait des questionnements, parce que le trait enfermait en fait son travail. Donc vous avez remarqué que c'est beaucoup de sculptures blanches qui travaillent beaucoup par le contraste les unes des autres et qui ont du mal à réagir avec la lumière si elles ne sont pas confrontées les unes aux autres. Et donc blanc sur blanc, rien du tout, noir sur noir, rien du tout. Donc il fallait travailler comme ça sur la manière dont les sculptures réagissent les unes avec les autres. Et le trait qui donc enferme la forme empêchait ce dialogue entre les sculptures. Donc il a fallu trouver un moyen qui est celui que vous avez lu, qui donc du coup de ne pas traiter les volumes par le trait, mais bien par les contrastes, par les aplats et par donc les couleurs qui vont réagir les unes avec les autres. Et puis donc ça c'est l'utilisation de l'absence du trait et l'utilisation du blanc que je fais réagir par contraste. Et puis comme je suis un amoureux du dessin, j'ai tendance à très souvent trop en faire, à vouloir dessiner et à donc enfermer, à maniérer un petit peu les choses. Et donc l'idée de limiter le nombre de couleurs à 3, rarement 4, m'aide comme ça à synthétiser et à empêcher d'aller trop loin dans la mise en forme, dans la manière, à trop chercher le beau. Donc il y a 2, 3 couleurs, parfois 4, qui réagissent par superposition les unes avec les autres et qui surtout m'obligent à me servir du blanc au maximum. Voilà comment ça a marché. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Liam et j'aimerais poser une question à Manan et Yestani. Dans votre livre, que représente la femme qui tisse un tapis à chaque chapitre? Quel message voudriez-vous faire passer et pourquoi est-elle en couleur? Of course, it has probably it has some metaphors inside, but I prefer that you, as audiences, interpret the elements, the metaphors, and everything. Describing them, I think, could reduce the meaning, or I don't know, spoil it, probably. Pour ce qui est du message, j'en ai un peu parlé tout à l'heure déjà. En tout cas, ce personnage féminin, elle contient probablement une métaphore, mais c'est à vous, en tant que lecteur, d'interpréter cette métaphore et de voir ce qu'elle vous dit à vous. Si moi j'essaye de la décrire comme ça va réduire ce que j'essaye de faire et un petit peu gâcher l'effet. But on the surface, I thought that making a rug, making a carpet, could be a good situation for a girl to think, to talk to herself, talk her mind with a loud voice to herself, something like that. And also it could be a repetitive passage between the chapters, and it could make a kind of balance in the rhyme and everything. Et je me disais que l'idée d'avoir cette jeune fille qui tisse son tapis, comme ça, c'était une bonne situation parce que cette jeune fille, elle est toute seule en train de faire ses nœuds comme ça, et elle pense, et elle est seule avec ses pensées, elle réfléchit, elle se parle à elle-même, on entend vraiment la voix de ses pensées. Et j'aimais bien aussi l'idée d'utiliser un passage répétitif qui revient entre chaque chapitre comme ça et qui rythme l'histoire.